CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation. CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Exactement 16h34, nous avons visuel avec nous Dr Serge Magro, qui est chercheur en épigénétique et spécialiste en biologie de la reproduction au CHU Sainte-Justine. Bon après-midi, Dr Magro. Comment allez-vous? Ça va très bien, mais ça va toujours bien. Là, maintenant, je ne sais pas s'il faut dire que c'est... Toutes les découvertes, en principe, c'est de bonnes nouvelles. Ça nous apprend des choses sur nous, sur la vie, sur le comportement qu'on doit avoir, surtout des découvertes en médecine. Et là, c'est une découverte extrêmement importante qui parle de ce que la femme enceinte peut consommer, ce qui peut être nuisible par rapport à ce qui peut se faire, mais nous ne souhaitons pas que la femme enceinte prenne l'habitude de fumer par contre. Hein? Non, non, tout à fait. Il y a beaucoup, et c'est la même chose que l'alcool. Donc, dans notre étude, ce qu'on démontre, c'est que pendant les premiers jours de grossesse, l'alcool, la consommation d'alcool, ça peut être dangereux pour le futur bébé. Mm-hmm. La période que nous, on regarde, c'est vraiment avant que l'embryon puisse s'implanter. Donc, c'est la période où est-ce que les femmes ne savent pas encore qu'ils sont enceintes. Donc, elles ne peuvent pas détecter leur grossesse. Donc, nous, on voulait démontrer que cette période-là, c'était quand même très nocif de consommer de l'alcool. Donc, ça fait une partie de notre étude. Et dans l'autre partie, ce qu'on a voulu démontrer, c'est est-ce que si on a une supplémentation en certaines vitamines, est-ce qu'on est capable de contrer les effets? Donc, notre étude, en gros, c'est ce que ça demande, mais on ne dit pas aux femmes de prendre des vitamines et consommer de l'alcool. C'est pas du tout ça. Pas du tout ça, hein? Non, le but, c'est de démontrer surtout comment une nutrition appropriée, surtout par exemple pour des femmes qui ont des carences en certains nutriments. Donc, l'importance de bien manger pour avoir un bébé qui va se développer en santé. Et je ne sais pas, je n'ai pas lu là-dessus, docteur, mais j'ai entendu dire, des fois, là, les rumeurs ont la vie beaucoup plus dure que la réalité, qu'une femme qui consomme de l'alcool risque durant sa grossesse, risque de mettre au monde un enfant, oui, non seulement carencé, mais qui pourrait avoir des problèmes à ce niveau-là, c'est-à-dire par rapport à l'alcool. Est-ce qu'on parle de dépendance pour l'enfant? J'ai déjà entendu dire ça, docteur. Oui, oui. Et ça, si on regarde, parce que c'est toujours des statistiques, c'est fait sur des grandes populations, sur des grandes cohortes de population. Et par exemple, si on prend dans le milieu carcéral, donc dans les prisons, si on prend dans les enfants, dans des foyers d'accueil, si on prend, il y a une grande proportion des personnes qui souffrent de ce syndrome-là d'alcoolisation fœtale. Donc, les gens, souvent, on va avoir des difficultés. Donc, ça peut être des difficultés avec la dépendance, que ce soit d'alcool et aux drogues. Ça, c'est une partie qui pourrait souffrir de ça, mais les autres, ils peuvent aussi souffrir que ce soit de la mémoire, que ce soit des problèmes de comportement, de l'hypersexualisation. Donc, il y a plusieurs facteurs. Et ces facteurs-là, ils dépendent également pas seulement de la consommation, et ça peut quand même aussi ça peut dépendre aussi de la condition de la maman. Ça peut dépendre aussi de la condition du papa, des facteurs génétiques entre les deux parents.
Donc, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs différents. Et lorsqu'on prend le tout ensemble, c'est là que si on rajoute que ce soit de l'alcool ou qu'on rajoute les drogues, mais là, on va donner, on ne donnera pas beaucoup de chance à notre bébé dans la vie. Donc, l'important, et ça, c'est au niveau du père aussi, hein, parce que la prévention de l'alcool chez les femmes, ça fait longtemps qu'on en parle, mais il y a des nouvelles études qui démontrent que les pères aussi qui consomment beaucoup d'alcool, pendant que le couple essaie d'avoir des enfants, ça peut avoir des effets nocifs sur le bébé, même si la mère ne boit pas. Donc, c'est important des deux côtés, hein, de faire attention lorsqu'on veut avoir un bébé en santé. Maintenant, cette étude parle de vitamine B, entre autres, n'est-ce pas, qui pourrait équilibrer dans le cas. Je prends l'exemple de quelqu'un qui, ça arrive tellement souvent, qu'une femme tombe enceinte sans l'avoir cherché, donc ne prenait pas nécessairement ses précautions par rapport à l'alcool, mais cette femme qui jouit d'une excellente santé et qui est bien vitaminée, je vais le dire comme ça, et vite, n'est-ce pas, a des chances d'être protégée et de protéger son fœtus si jamais cette personne est vraiment jouit d'une bonne santé d'abord et surtout une personne qui a de bonnes vitamines, on parle de vitamine B surtout. Exact. Si on prend par exemple, encore une fois, si on se réfère à la littérature, les données démontrent que, dépendamment encore une fois des contextes des populations, mais si on prend la planète en général, une femme qui consomme de l'alcool pendant sa grossesse, c'est au moins une chance sur 10 que son bébé va être affecté. Donc, un peu comme vous l'avez dit, pour certaines femmes, si elles sont chanceuses et elles ont consommé de l'alcool, il peut avoir un effet protecteur qui a été mis, que ce soit par une diète, que ce soit parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'exercices ou peu importe. Il y a un effet protecteur qui peut se passer. Mais encore une fois, pour de nombreuses femmes, c'est des milliers et des milliers d'enfants par année qui vont naître. Les enfants vont être affectés. Donc, ce n'est pas garanti parce que les femmes prenaient beaucoup de vitamines que ça va empêcher. Parce que même nous, dans notre étude, il y a certains défauts. Parce que nous, il faut se rappeler, notre étude a été faite chez des animaux parce qu'il faut qu'on mimique quelque chose. Donc, on prend un modèle animal. Et même nos animaux, où est-ce qu'on a eu une vitamine, tu sais, les animaux étaient dans un contexte de vitamines en surplus, ils étaient bien traités, mais ils ont quand même des souriceaux qui sont nés avec des défauts. Donc, on n'est pas capable de protéger à 100%. Donc, ça aide, mais c'est zéro recommandé de boire pendant la grossesse. Absolument, ça reste toujours et ça demeure. Mais dites-nous, docteur, il y a quelque chose qui vous a poussé dans cette étude-là à aller vers les vitamines et marier, si on veut, ou appareiller vitamines et alcool. Il doit y avoir quelque chose qui vous a indiqué que ça pourrait avoir des effets ou des effets contraires, je ne sais pas. Oui, non, c'est une super bonne question. Donc, si on prend, encore une fois, dans les différentes études qu'il y a eu, que ce soit chez l'humain ou que ce soit chez des modèles animaux, par exemple, l'acide folique qu'on a dans notre diète à nous, et l'acide folique, c'est déjà reconnu abondamment que les femmes enceintes doivent prendre l'acide folique. Donc, ça faisait partie d'un de nos composants. Donc, ensuite, il y avait de la choline et de la bétaïne et de la B12. Et ça, si on regarde à travers la littérature, il y a des indices que ces aliments-là peuvent protéger, encore une fois, le développement de l'embryon parce que les 4 aliments ou les 4 nutriments font partie d'un cycle qu'on appelle, et ce cycle-là est super important pour le développement, par exemple, du cerveau et du tube neural chez le bébé. Donc, ça avait été déjà démontré, ça. Nous, on essayait de voir, justement, est-ce qu'en utilisant ces différents nutriments-là, à des niveaux qui sont physiologiques, parce que souvent, dans les études, on pousse un peu le système et on en donne beaucoup, beaucoup pour être certain que ça fonctionne. Mais nous, on voulait voir, est-ce qu'on en donne un peu partout pour avoir un équilibre à travers ce cycle de nutriments-là? Est-ce qu'on serait capable de contrer les effets? Et c'est exactement ce qu'on démontre. Donc, on était environ à 20% de défauts morphologiques chez nos fœtus de souris. Et là, on était capable de diminuer à 7%. Donc, on avait 3 fois moins de défauts grâce à cette diète-là.
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer? Je veux croire qu'on peut aller plus loin, qu'on pourra aller plus loin avec cette étude-là, du fait de constater une situation qui semble neutraliser l'effet de l'alcool sur le fœtus, à une guérison potentielle en utilisant des vitamines ou en tout cas largement la vitamine B ou les vitamines en général. Docteur, est-ce qu'on pourrait pas ambitionner? La guérison, encore une fois, c'est difficile à parler de guérison totale parce qu'on a le spectre de l'alcoolémie fœtale, donc c'est un spectre. Donc, il y a de l'alcoolisation fœtale. Donc, il y a des enfants qui sont faiblement affectés et il y a des enfants qui sont très lourdement affectés. Et les enfants qui sont très lourdement affectés, ce n'est pas une nutrition postnatale qui va aider. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment donner toutes les chances au bébé qui se développe. Donc, c'est d'avoir un bon comportement nutritionnel. Donc, le problème avec les carences, certains des nutriments que j'ai nommés là, dans plusieurs pays, les femmes souffrent de carences dans ces nutriments-là. Parce que c'est beaucoup, par exemple, dans l'alimentation de tous les jours, beaucoup de légumes verts comme les brocolis, que ce soit, ou la viande comme le foie, et avec les modes de consommation des gens, il y a beaucoup de carences dans ces nutriments-là. Donc, si on est une personne qui pense devenir enceinte, si on est fortement en train de penser avoir un bébé, donc nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment une prévention. Donc, oui, il faut arrêter de boire. Et de deux, s'assurer d'avoir une bonne nutrition envers ces différentes composantes-là afin de donner le plus de chances à notre bébé de venir au monde sain et sauf. Sain et sauf, oui, c'est vrai, mais j'ai pris l'exemple encore une fois, c'est pas vrai que tout le monde planifie une naissance ou toutes les naissances dans la famille ont été planifiées. Il y a de ces naissances qui s'imposent d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Ouais. Et pour des mères qui pourraient avoir fait usage d'alcool, lorsqu'on se réveille et qu'on est conscient qu'on est enceinte, mais ça doit être la catastrophe. Et j'imagine qu'on peut même envisager l'avortement. Est-ce que cette découverte-là ne peut pas donner une alternative à l'avortement dans un cas semblable? Oui, ça c'est très difficile à dire. Et comme vous le dites, sur la planète, c'est environ 40% des grossesses qu'elles ne sont pas planifiées. Donc, peu importe le pays, c'est toujours environ entre 35 et 45%, donc une moyenne de 40%. Donc, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour avoir Donc, si on s'aperçoit par la suite, et nous, notre étude, il faut se rappeler, nous, on vise la première semaine de grossesse. On n'a pas tenté cette diète-là avec, par exemple, une consommation d'alcool qui aurait été prise plus tard dans le développement. Mais ça reste que ces nutriments-là, pendant, par exemple, le développement du cerveau chez le bébé, ça dure toute la grossesse, et même dans les premiers mois postnatals ou même la première année. Donc, le fait de savoir qu'on est enceinte, il n'est jamais trop tard pour changer ses habitudes de vie. Et on espère, nous, et ça, c'est quelque chose qu'on veut tester dans notre modèle, est-ce que si on décide de prendre justement ce type de nutriments-là, de vitamines, plus tard, après avoir su, est-ce qu'on va être capable de sauver certains de ces défauts-là? Et ça, si on est capable de démontrer ça, mais ça serait merveilleux. Et nous, les nutriments qu'on démontre là, les femmes qui sont enceintes, peu importe alcool ou pas, c'est des nutriments qui sont recommandés. Donc, dès que les femmes savent qu'elles sont enceintes, devraient tout de suite se mettre à prendre ce type de nutriments-là, alcool ou non. Docteur, vous me faites penser, parce que les hommes ont toujours cherché à guérir de leurs problèmes, à essayer à tout le moins. J'ai connu une personne qui consommait beaucoup, à qui j'ai dit, lorsque le 0.08 a été mis à l'ordre du jour comme acte criminel de conduire avec 0.08, j'ai dit, mais non, mais à la blague comme ça, qu'il fallait tout simplement manger une pomme après avoir consommé beaucoup d'alcool. Et le dimanche d'après, j'ai vu le bonhomme arriver avec une pomme dans ses poches. Donc, docteur, plus sérieusement, est-ce que vous, dans vos approches, est-ce que vous ne recommandez pas, j'imagine,
à cette personne qui vous affirme avoir consommé de l'alcool, mais qui se trouve à une première semaine ou à ses premières semaines de grossesse d'avorter tout de suite? Non, non, non. Et moi, il faut se rappeler que je ne suis pas un physicien, hein. Donc, je suis un chercheur, on travaille en laboratoire, et oui, on est au courant de la littérature, mais un médecin va être la personne la plus connaissante pour le cas, parce que, comme je disais tantôt, ça ne va pas seulement avec la consommation d'alcool. Est-ce que la personne prend des médicaments? Est-ce qu'elle prend des drogues? Est-ce qu'elle a une condition physique, par exemple, avec quelqu'un avec une condition physique qui n'est pas optimale? Donc, il y a plusieurs choses. Qui fume aussi, hein? Pardon? Qui fume aussi. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs variables. Et moi, mon but, ce n'est pas de dire aux gens, vous devriez avorter ou vous ne devriez pas avorter. Le but de nos études, nous, c'est de faire de la prévention. Et donc, le meilleur moyen, c'est de faire de la prévention. Par la suite, lorsqu'une femme décide ou découvre qu'elle est enceinte, je pense que c'est la même réflexion, par exemple, que si je vais vous donner un exemple concret. Donc, un couple de parents qui vont faire un test génétique pour le bébé. Et là, le bébé, par exemple, peut avoir 45% d'avoir un syndrome quelconque à cause de la génétique. Et là, ça va rester aux parents de décider est-ce qu'on continue la grossesse ou est-ce qu'on va faire une interruption de grossesse. Donc, c'est toujours une décision des parents et nous on n'est pas là pour donner le feu vert ou le feu rouge. On est là pour conseiller. Pour conseiller tout simplement et surtout pour prévenir, n'est-ce pas, des situations extrêmement difficiles. Mais de là à dire que toute femme enceinte devrait avoir quelques carottes pour... hein? Mais oui, les carottes, c'est bon, mais on évite de consommer. Pas vrai, docteur? Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, docteur Serge Magro, qui est chercheur en épigénétique et spécialiste en biologie de la reproduction au CHU Sainte-Justine. Je vous remercie, docteur, d'avoir pris du temps pour nous. Merci, M. Pierre. Merci, au revoir. Alors, on va tout de suite appeler Jean-Emmanuel Pierre. Jean-Emmanuel Pierre, qui est journaliste, politologue, directeur de Nouvelles à CEPAM, expert des questions haïtiennes, sera avec nous dans un instant. Alors, je pensais qu'il m'avait fait faux bon, mesdames, messieurs, parce que hier, j'ai abusé, mais il est là. Fidèle au poste, Jean-Emmanuel Pierre, comment ça va? Ça va bien, Jean-Ernest Pierre, et toi-même? Oui, moi, ça va toujours bien, Jean-Emmanuel Pierre. Et Haïti, est-ce que Haïti va bien, Jean-Emmanuel Pierre? Mais tu connais la réponse, ça va chaque jour un peu plus mal avec la situation qui se détériore dans les principaux quartiers de Port-au-Prince, mais c'est aussi en ville, c'est aussi dans les villes de province où il y a un climat de sécurité qui se dégrade de plus en plus. Bon, il y a eu cette sortie aujourd'hui, un communiqué de la ministre de la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Ebli Prophète, et de son homologue de l'éducation nationale pour tenter de convaincre les gens de ramener les enfants à l'école, pour tenter de convaincre les écoles aussi de rouvrir leurs portes, parce que de plus en plus, Jean-Ernest, les écoles privées sont en virtuel. C'est-à-dire qu'on est revenu avec l'école à distance après des cas d'enlèvement qui avaient été enregistrés dans plusieurs écoles, dont Sainte-Rose de Lima, Saint-Jean-l'Évangéliste et au Sacré-Cœur. Il y a donc un déploiement des policiers qui va se faire dans le périmètre des écoles pour faciliter la reprise en présentiel d'après
ce que Emily Prophète a fait savoir, un déploiement massif d'unités spécialisées dans les périmètres des écoles et centres d'apprentissage dans la perspective donc de rétablir un climat de sécurité. Elle essaye donc de se reprendre après avoir invité chaque citoyen à se défendre lui-même. Ouais. C'est dans sa sortie en début de semaine. Et parallèlement, il y a plusieurs cas d'enlèvement qui ont été enregistrés. D'ailleurs, j'ai appris que à partir de ce vendredi, parce qu'il y a eu aussi un cas enregistré à l'institution Saint-Louis-de-Gonzague. Donc, à partir de ce vendredi, Saint-Louis-de-Gonzague sera aussi en virtuel. Ouais. Parce qu'en plus d'enlever les enfants, etc., tu sais qu'il y a une rançon qui est exigée, pas une rançon, une taxe, voilà, qui est exigée des écoles de la part d'hommes armés pour leur permettre de fonctionner. Ouais. Et quand vous n'acceptez pas de payer la taxe, on vient et tire devant l'école. D'ailleurs, Saint-Louis-de-Gonzague dit avoir reçu une enveloppe contenant une balle. Donc, on empêche à l'école de fonctionner si elle refuse de payer, ou la direction refuse de payer, c'est ça? Exactement. Et la menace a été claire. La direction de l'école dit que c'est une balle dans une enveloppe qu'on a envoyée aux responsables de l'école. Donc, tout ça voilà. pour dire que Madame Emily Prophète et le Premier ministre Ariel Henry peuvent aller se rhabiller parce Absolument. De toute façon, ils ne convaincront personne. Ce n'est pas... Quand Madame Emily Prophète parle de développement de forces spéciales, etc., c'est un affront. C'est vraiment un affront. Parce que, les forces spéciales, on ne les voit pas, ou sinon elles ne sont pas si spéciales que ça. Et puis deuxièmement, tout le monde sait que les soi-disant forces spéciales sont au service du cabinet ministériel. Ariel Henry a 75 membres dans son corps de sécurité privée. Et puis, quand ces forces sont confrontées aux bandits, qu'est-ce qu'elles font? Elles déposent les armes et elles prennent leurs jambes à leur cou. Absolument, absolument. Et c'est cette réalité-là qu'il faut comprendre. Et comprenez, parce qu'il y a des policiers qui mènent malgré tout des opérations. C'est-à-dire, on ne remet pas en cause le courage des policiers. Mais comprenez quand ce que vous avez, c'est un fusil 12 qu'on peut amener à la chasse, tu sais, pour un simple agent ou bien pour un simple agent de sécurité qui vient surveiller l'entrée de CPAM, et que vous avez des hommes qui possèdent des armes de guerre, pas n'importe lesquelles, des armes automatiques pouvant tirer, décharger des centaines de balles à la minute. Imaginez, et que vous voyez, vous savez déjà que vos frères sont tombés, etc. Le réflexe du sauve-qui-peut, surtout quand il n'y a pas de moyens, c'est pas un réflexe qu'on peut reprocher non plus. Tu comprends? Je ne sais pas. Ah non, c'est pas... Non, mais la police est censée d'abord se protéger. Genre, pour protéger les autres. Non, faut protéger le peuple. On est payé pas pour se protéger, on est payé pour... c'est le premier principe. Moi, j'ai jamais été policier, mais je sais que le policier a pour responsabilité... Tu ne peux protéger personne si tu es mort. Non, mais regarde, c'est pas de dire que tu vas mourir, mais tu es là pour protéger les biens et les vies. Ça, c'est la mission. On va pas... ça, c'est la mission, mais tu verras ce que je te dis. Incluant... La première chose pour la police, c'est de se protéger, protéger sa position. Ce que je voudrais dire, Jean-Emmanuel, c'est de rappeler ce que un ex-premier ministre dans ces périodes de troubles-là avait dit à propos de la police qui est sous-équipée par rapport à ces bandits. Il avait dit, et il avait raison, ce qu'il convient de faire, c'est de tuer les bandits, les chasser ces bandits-là,
Et ça ne prend pas une mitraillette qui tire 120 balles à la minute là, pour tuer un bandit. Ça prend une balle pour tuer un bandit. Oui. Et Joute avait raison. Ça ne veut pas dire qu'on doit considérer la même situation et la garder, cette situation-là, à savoir que les bandits sont plus équipés, mieux équipés que la police elle-même. Là. On s'entend qu'il faut, mais on ne doit pas baisser les bras et déposer les armes à la vue d'un bandit armé. C'est quoi? C'est de désarmer le bandit et de faire en sorte que vous ayez des armes. Mais chaque fois qu'on fait des prises et qu'on nous montre des armes et des armes sophistiquées qui ont été prises des bandits, Jean-Emmanuel, qu'est-ce qu'on en fait de ces armes-là? Depuis le temps... Ce sont des armes qui sont au service de policiers qui sont au service des potentats. Alors, depuis le temps, Jean-Emmanuel, que ces armes sont prises et qu'on nous fait la démonstration de ces grosses prises-là, la police devrait être bien équipée depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps qu'on fait ces démonstrations-là, et pas seulement des armes à la douzaine, mais on a même parlé de bateaux d'armes, Jean-Emmanuel. Hein? Oui, absolument. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en même temps, tu as le circuit, dans le contexte de scandale et de révélation qu'on connaît, il serait difficile pour quelqu'un de prendre ses armes et de les revendre sans une autorité. Tu comprends? Ça prend toujours une autorité et probablement qu'une bonne partie de ces armes se retrouve sur le marché éventuellement. Mais bon, à côté de tout ça, il semblerait que le commerce des armes restait florissant, si l'on en croit l'organisation, l'agence des Nations Unies s'occupant justement de trafic d'armes et de stupéfiants, qui avait sorti ce rapport, parce que l'organisme a souligné le fait que les armes continuaient les gangs armés continuaient d'être alimentés en armes et en munitions. Et made in USA, surtout majoritairement. Et on n'a pas été, on n'est pas allé par quatre chemins. Les armes qui sont aux mains des bandits sont toutes made in USA. Ou majoritairement. Mais cela dit, Jean-Emmanuel, quand un Brian Nichols se présente pour nous aider à résoudre le problème et qu'il ne parle pas de ces armes-là, surtout des munitions que les bandits utilisent, en veux-tu, en voilà, il y a véritablement un problème où, à tout le moins, on se dit... Il y a des questions qui lui avaient été posées, mais bon, on ne peut pas donner toute la conférence de presse, d'autant qu'il n'y a rien de spécial qu'il a dit, et que l'administration Biden, un peu ce que l'administration Biden avait déjà annoncé sur le fait qu'on allait mettre le contrôle et sanctionner des gens qui seraient liés aux bandits armés, qui seraient impliqués dans des trafics d'armes avec les États-Unis, absolument. Moi, je trouve que cette visite est des plus agaçantes. Bon, évidemment, il y a des gens qui sont contents parce qu'il a donné un blanc-seing à Ariel Henry et à l'accord du 21 décembre en disant que le HCT avait la responsabilité de réfléchir sur la sécurité. Le HCT, qui n'a absolument aucun pouvoir, j'ai l'impression que M. Nichols n'a pas lu l'accord, parce que le HCT n'a absolument aucun pouvoir. Monsieur Nichols n'avait pas besoin de lire le rapport. De toute façon, ce qu'il voulait dire, il l'a dit, et il voulait rire de nous autres, Jean-Emmanuel. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel Pierre. On sera tous à l'écoute de Regard ce soir. Comme tous les soirs de la semaine, 20h, Jean-Emmanuel est le présentateur de Regard. Merci beaucoup. Ici Éric Giergal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal.
17h04, nous avons avec nous en visuel par Zoom, donc Martha Ortiz, qui est directrice générale du PEC Hochelaga Maisonneuve. Bon après-midi, Madame Ortiz. Comment allez-vous, Monsieur Pierre? Moi, je vais toujours bien et puis j'espère que vous allez avoir de bonnes nouvelles à nous annoncer. D'abord, il faudrait qu'on sache c'est quoi le PEC, que fait le PEC. Dites-nous un peu du programme que fait le PEC et son importance donc pour la population montréalaise. Mais écoutez, le PEC, c'est une garderie, c'est une Fab Lab, une friperie, un dépannage alimentaire pour les citoyens qui ont besoin dans le quartier ou dans les quartiers environnants. C'est une multitude d'activités culturelles, artistiques, sociales qui permettent aux individus, aux personnes qui ont besoin de sortir de l'isolement, de venir socialiser. C'est un palatin de travail qui nous permet d'accompagner des gens qui sont éloignés du marché du travail pour les guider, les soutenir pour éventuellement intégrer le marché du travail. Enfin, c'est une multitude d'activités que les gens d'Hochelaga ont l'habitude d'utiliser. Et le P, c'est programme éducation, c'est communautaire. Pavillon d'éducation communautaire Hochelaga Maisonneuve. Ouais. Pavillon d'éducation communautaire. Est-ce que vous faites de l'éducation aussi? Enfin, nous avons des cours d'alphabétisation. Non, pas francisation. On offre des cours d'espagnol. Il y a dans notre quartier des organismes qui sont spécialisés pour donner des cours de francisation. Par contre, notre garderie accueille plusieurs personnes qui ont besoin de laisser leur enfant à la garderie pour prendre des cours de francisation, justement. Mm-hmm. On reçoit en ce moment, je dois dire, plusieurs personnes, de nouveaux arrivants, des personnes qui demandent l'asile, qui cherchent toutes sortes d'aides, qui viennent nous voir pour toutes sortes de services. Alors, ça se trouve au 1691 boulevard P9 et cet édifice-là est plus que centenaire et l'édifice a un véritable problème au point où la commission, le conseil scolaire, CSSDM, pense qu'il faudra tout simplement démolir l'édifice et non le rénover. C'est exact. L'édifice, malheureusement, a été très mal entretenu et c'est une propriété du CCSDM qui nous a informé qu'on devrait éventuellement sortir d'ici la fin du mois de décembre. Une très mauvaise nouvelle pour nous. Ouais. Je dois dire qu'on est surpris, on ne s'y attendait pas à qu'on nous demande de sortir de l'édifice, on s'y attendait plutôt à un programme de rénovation. Ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est une situation difficile pour nous. Oui, alors on comprend ça, mais sauf que vous saviez que c'était un édifice qui a été construit durant l'autre siècle. Au début même, on parle de 1904. Oui. Et vous saviez aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de rénovations qui ont été faites là-dedans, que ça pouvait représenter un danger pour la vie d'une certaine manière. Donc, vous vous attendiez en quelque sorte à une situation semblable, non? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux à faire, mais nous qui passe notre journée au PEC, on ne s'est jamais senti en danger. J'ai des employés qui sont là depuis une trentaine d'années, qui se sont toujours sentis en sécurité. On héberge une dizaine de groupes communautaires et les personnes, il y a des groupes qui sont depuis 25 ans et on a le même son de cloche. On ne s'est jamais senti en danger.
Maintenant, quelle sera la... J'imagine que le CSSDM va négocier avec vous pour voir, pas seulement vous, parce qu'il y a d'autres organismes communautaires qui ont pignon sur rue à 1691 puis 9 avec tous ces organismes pour décider de la suite des choses. Mais les montants qui sont en jeu pour des rénovations ne commandent vraiment pas qu'il y ait des rénovations. Il serait préférable de jeter la bâtisse à terre et de recommencer à neuf. Quelles sont les alternatives possibles pour vous? Écoutez, premièrement, mais nous, notre premier réflexe, c'est de demander évidemment au gouvernement de prendre en charge les rénovations. On sait évidemment que la possibilité que ça soit oui, elle est plutôt mince. Mais de notre côté, je ne peux pas me prononcer du côté des autres organismes. De notre côté, notre conseil d'administration se penche aussi sur l'idée de devenir propriétaire. C'est sûr que devenir propriétaire d'un tel édifice, c'est négocier aussi également avec le gouvernement pour avoir quelque part des fonds pour faire ne serait qu'une partie de rénovation, parce qu'on s'entend que d'après ce qu'on nous dit, il y a pour un investissement de 30 millions de dollars. 30 millions de dollars. Oui. C'est de l'argent, madame? Exactement. C'est beaucoup d'argent, oui. Mais dans notre organisme, on tient à conserver cet terrain, si vous voulez, parce que je ne peux pas dire l'édifice comme tel. Je ne sais pas si la meilleure chose à faire, c'est de faire tomber l'édifice et construire un nouveau. Mais l'espace est très bien situé, très facile d'accès dans l'autobus, le métro, etc. Les gens sont habitués de venir chez nous. Nous, on est là depuis 50 ans. Et on considère qu'il est important, il est essentiel de conserver cet espace pour la communauté. On veut continuer à offrir des services à la communauté, des gens qui sont vulnérables, qui ont besoin de services de proximité, et nous souhaitons être là pour eux. Donc, on va faire le possible. Ça fait 25 ans qu'on se bat pour rester à la même adresse, si ce n'est pas aujourd'hui que nous allons baisser les bras. Maintenant, il y a de fortes possibilités, vous l'avez effleuré aussi, là, que le CSSDM n'investisse pas, décide de ne pas investir. Est-ce qu'il y a une autre alternative pour vous? Mais je pense qu'à un moment donné, ça sera directement avec le ministère de l'Éducation qu'on devra faire des négociations. Il faut dire que c'est le ministère de l'Éducation qui finance notre mission en tant qu'organisme communautaire. Donc, ça serait une alternative à les négocier avec le ministère de l'Éducation et voir avec d'autres programmes, le gouvernement fédéral, la ville, et chercher de l'aide. On a besoin de tout le soutien de politique, communautaire, privé, etc. pour avoir un projet qui, à mon avis, doit être un projet social, mais également un projet économiquement viable, parce qu'on s'entend que le gouvernement il ne va pas payer tout et qu'il ne va pas toujours payer. Surtout qu'on semble valoriser les entreprises d'économie sociale ces jours-ci beaucoup. Oui, exactement. Et disons qu'à ce moment, on n'a pas encore défini notre projet comme tel parce que comprenez-vous que la demande étant de probablement quitter d'ici la fin de l'année, notre premier réflexe c'est de dire on a besoin de plus de temps. Peu importe le projet que nous on souhaite proposer, ça nous prend du temps. D'ici la fin de l'année, c'est sûr que notre projet ne sera pas complètement peaufiné, élaboré, etc. Recherche des partenaires, des financements potentiels, si on en a besoin, etc. Donc, pour le moment, on a besoin du temps. On a besoin de prolonger notre séjour, si vous voulez, dans le 1189 et par la suite, mais on vous reviendra avec un projet un petit peu plus précis dans le sens on souhaite être propriétaire de la bâtisse dans le but de donner ça
continuer nos services à la communauté. Mais 30 millions, c'est 30 millions. Je compte jusqu'à 30 pour arriver à 30 millions, n'est-ce pas? C'est beaucoup d'argent pour un organisme communautaire. Faut vraiment présenter un projet extraordinaire. Et puis, est-ce que des projets comme ça, il y en a? Étant donné que tout l'édifice est déjà occupé, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'espace vacant, j'imagine. Et ça peut se rentabiliser d'une certaine manière, mais davantage pour payer une hypothèque. Quand on doit payer 30 millions d'hypothèques, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais je pense que dans le monde, il faut rêver. Si on ose rêver, à un moment donné, ben, je pense que nos rêves se réalisent aussi. Je pense qu'il faut être positif dans la vie. On travaille pour la communauté et la communauté vaut la peine d'investir pour aller chercher nos 30 millions de dollars. Un organisme vieux de plus de 50 ans, près de 50 ans, est-ce qu'il fermerait ses portes parce qu'il a perdu son identité par rapport à l'espace qu'il occupe depuis 25 ans? Il doit y avoir d'autres espaces, n'est-ce pas? C'est très difficile de trouver un espace qui répond à nos besoins à Hochelaga, mais je vous dirais que malgré ça, on est plus décidé que jamais à continuer nos activités. Nous sentons que nous faisons quand même une différence pour les gens qui viennent nous voir et on souhaite continuer à les servir. Madame Martha Ortiz, directrice générale du PEC Hochelaga Maisonneuve. Madame Ortiz, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler et puis je vous souhaite bonne chance. On espère continuer. Et d'ailleurs, si vous levez le gros lot, que le ministère réponde positivement à vos démarches, j'espère qu'on sera les premiers à être informés pour informer nos auditeurs. Merci, Madame Ortiz. Merci à vous pour votre intérêt. Merci. 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 Au revoir. Alors, j'allais commencer ma phrase en disant oui, mais ça a l'air que non, parce que Julie me fait signe de tête dans le sens du non. Patrice Bernier n'est pas avec nous. Est-ce qu'il sera avec nous? On espère, on se croise les doigts, mais sachez que le CF Montréal envisage la possibilité de construire un nouveau stade pour l'équipe ou d'apporter des améliorations, on dit majeures, au stade de Saputo, que ce soit l'amélioration du stade Saputo ou un nouveau stade. Tout est sur la table, a déclaré mardi le président de CF Montréal, Gabriel Gervais. Le président du club précise tout de même qu'à court terme, l'objectif est d'améliorer l'expérience au stade de Saputo, puisque le processus d'analyse menaçant à la création d'un nouveau stade est assez long, selon ce qu'a dit le président. M. Gervais a visité d'autres stades afin de récolter des idées à l'étranger. On prend un pas de recul pour mieux avancer, a-t-il commenté. Le président du CF Montréal était notamment présent au stade Q2 à Austin la fin de semaine dernière. Il a été guidé à travers le stade et prenait en note ce qu'il remarquait quant à l'expérience client, notamment sur le plan du fonctionnement des kiosques de nourriture, des sièges et des vestiaires. Au stade Q2, tu te sens au Texas, tu te sens à Austin, a-t-il raconté. M. Gervais espère pouvoir amener au stade de Montréal le sentiment unique d'être au Québec, en plus de garder le sentiment très intime
que les partisans, nos joueurs et les autres équipes aiment beaucoup du stade Saputo. Fin de citation. Alors, on espère qu'il va se passer quelque chose pour davantage nous attirer au stade Saputo. Même si ce n'est pas en visuel, je sais que Patrice ne me laissera pas tomber. Il sera au téléphone. Salut Patrice. Allô, ça va bien? Ça va très bien. Alors, Patrice, je rappelle, est chroniqueur sportif à RDS, mais j'imagine qu'il aime aussi ce titre d'ambassadeur de CF Montréal, hein? Oui, bon, depuis que j'ai terminé de jouer, donc j'ai toujours maintenu cette connexion avec le club. Donc, quand on a mouillé le maillot et sué, donc c'est bien qu'on reste connecté. On a une connexion ADN qui continue. Donc, à ce niveau-là, c'est bien. Mais bon, voilà, comme tu l'as dit, je suis toujours chroniqueur à RDS. Et puis, en même temps, je fais les descriptions sur Apple TV, sur 2 autres plateformes. Donc, je reste connecté au soccer et au CF Montréal. Très occupé, mais on ne pourra pas dire que le CF est tatoué sur le cœur de Patrice, parce que quand Patrice jouait, c'était pas encore CF. Non, c'est clair, le nom c'est Impact, donc moi je continue à toujours dire Impact régulièrement en quotidien, mais là c'est devenu plus un surnom, un nickname comme on dit en anglais pour le CF Montréal qui est maintenant le titre officiel du club montréalais. J'ai honte, Patrice, de lire dans le journal que le président de CF, c'est pas Saputo, c'est pas Joey Saputo. J'ai honte de me dire à moi que je ne le savais pas. Ah, ben oui, ça fait maintenant, c'est la 2e saison que Gabriel Gervais est à la barre de la présidence de cette équipe. Joey Saputo en ayant, ça fait quelques temps parce que Kevin Gilmore était le président avant Gabriel Gervais, donc il y a eu du changement dans les dernières années. Et oui, un ancien joueur, Gabriel Gervais, qui a travaillé à Deloitte et maintenant chef et préside ce club et la guide en espérant de nouveaux développements, de nouveaux sommets, et puis que, voilà, reprend un peu, on sait bien, un peu cette tâche qu'il y a eu avec le rebrand. Ben là, c'est de relancer le club sous le nom de CF Montréal, mais avec un nouveau logo, retour du fleur-de-lis. Et puis, Gabriel Gervais, c'est de réintégrer cet ADN Impact vers le CF Montréal et pour que ce soit un club gagnant et conquérant. Avec un gros projet. Bon, on n'a pas de chiffres encore pour le projet, mais on planifie éventuellement de construire un nouveau stade ou à tout le moins de faire des rénovations majeures au stade Saputo. C'est beaucoup, là, comme projet. De ce que j'ai bien compris, le nouveau stade, ça, je ne suis pas certain. Je pense qu'on a laissé planer que si on ne peut pas, il y a toujours une analyse de voir s'il faudrait avoir un nouveau stade. Je pense plus qu'on est dans l'optique de rénover le stade Saputo pour lui donner un relook et une meilleure expérience pour les partisans qui ont été habitués de le voir et qui veulent y aller, mais peut-être avoir une amplification, si on peut dire, de service et de dire qu'on a une belle expérience, une nouvelle expérience, une meilleure expérience au Stade Saputo qui est là depuis quelques temps, mais qui, on l'a vu dans l'ère MLS. Il y a beaucoup de nouveaux stades. Et bien là, certains anciens stades, si on peut dire, parce que quand même l'équipe est là depuis 2012, c'est pas s'il y a si longtemps, mais que le propriétaire et le club cherchent à lui donner un uplift, une mise à jour, si on peut dire. Moi, n'empêche que chaque fois que je vais au stade Saputo, je me dis, je passe à côté d'un gros stade vide, un éléphant blanc. Vraiment, là, je me demande, c'est comme dans tout, on détruit des hôpitaux pour en construire d'autres, et pourtant, on vient d'en détruire un autre. Et le monde est bizarre. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ne pas utiliser le stade olympique? Le stade olympique, au niveau là, on parle du CF Montréal, la maison domicile, c'est le stade Saputo. Oui. On utilise toujours le stade olympique qui aura lieu pour le premier match
à domicile parce qu'on sait que le climat ne permet pas vraiment à l'équipe et au stade Saputo d'être prêt au mois de mars. Donc là, le 10 mars, le CF Montréal affronte l'Union CFI. Mais le stade olympique, c'est pas l'endroit, c'est le stade Saputo. Et puis, il ne faut pas oublier que tout est régi par la RIO. Donc, même si le stade Saputo est là, il faut avoir l'accord de la RIO pour faire des rénovations, pour faire des ajustements, pour amplifier l'expérience client. Donc, mais le stade olympique, non, ce n'est pas l'endroit pour le stade, le CF Montréal, simplement pour match d'ouverture, parce que quand la date vient au mois de mars, ben voilà, c'est où est-ce que le CF doit faire office pour premier match et présentement aussi pour la préparation de la saison, vu qu'on ne peut pas s'entraîner dehors au centre Nutrilait, présentement. Patrice, tu regardes la chose de l'extérieur comme analyste sportif aujourd'hui. Est-ce que le CF a fait des pas depuis ton départ, depuis que tu n'es plus actif au sein de l'équipe? Oui, je dirais que ce qui est arrivé au club, c'est une autre philosophie, si on peut dire. Je sais qu'à mon époque, moi, ben, il y avait des joueurs plus de vétérans. Il y a eu les joueurs comme Didier Drogba, Nacho Piatti, Marco Di Vaio, Hassoun Camara, donc des joueurs qui étaient plus accomplis, des vétérans avec beaucoup plus d'expérience et surtout peut-être plus vers la fin d'une carrière, ou du moins dans une période de leur carrière où ils étaient beaucoup plus accomplis. Là, le club a viré depuis que Olivier Renard est à la barre de la direction sportive, ben, d'un développement de joueurs, de jeunes joueurs, d'investissement dans des joueurs à fort potentiel et en étant tout en étant compétitif, en suivant aussi ce qui est la tendance dans la Ligue, ben, d'être plus jeune, avoir des joueurs qui sont compétitifs maintenant, mais qui ont une valeur de revente et on l'a vu l'année dernière avec la vente d'Ismaël Koné, de Alistair Johnston, de Georgi Mihailovic. Et donc, je dirais que oui, à ce niveau-là, la philosophie du club a changé depuis l'époque que moi je jouais, où là, ben, on avait des joueurs plus accomplis et une équipe plus âgée avec plus de vétérans. Maintenant, on a plus de jeunes joueurs qu'on voit le potentiel et on espère qu'ils l'accomplissent et qu'il y a un retour d'investissement sur ces jeunes joueurs et sur la croyance de ce talent. Natalement, moi, je comprends assez rapidement qu'il fallait faire connaître, en tout cas, populariser le sport en allant chercher de gros noms, n'est-ce pas, mais qui étaient sur leur fin de carrière. Et là, maintenant, on fait du développement à CF Montréal avec de nouvelles couleurs, nouveaux noms et tout ça, et éventuellement un stade rénové. Ça peut propulser le soccer à un niveau plus élevé qu'il l'a été à Montréal, pas vrai? Oui, ben là, c'est sûr, pour la clientèle montréalaise et québécoise, il y a un peu une compréhension à apprendre parce que, comme je l'ai dit, il y avait des Nacho Piatti, des Hassoun Camara, des Evan Bush, des Drogba, des joueurs qui arrivaient à 27, 28, 29, 30 ans et qui avaient un statut déjà établi d'une carrière avec un passé déjà qui était, si on peut dire, glorieux, qui permettait aux gens de dire, ben voilà, on s'affiche à ces joueurs-là. Maintenant, on a des plus jeunes joueurs dont on a un potentiel, dont souvent on se dit, ben, comme les derniers matchs, ils sont jeunes, ils font des erreurs, on ne voit pas nécessairement le résultat. On considère que peut-être que le CF Montréal prend une position où on ne cherche pas à gagner. Je pense qu'on cherche à gagner, mais on cherche à aussi rentabiliser. Le CF Montréal n'est pas un club qui dépense comme peut-être Toronto ou Atlanta ou Los Angeles, mais on a pris une autre approche dans laquelle le consommateur québécois, lui, doit commencer à s'ajuster parce qu'on a des jeunes joueurs. Comme j'ai dit, il y a eu Ismaël Koné, présentement il y a les Nathan Saliba, Sean Ria, Jonathan Sirois, et on voit ce potentiel d'une équipe qui peut devenir quelque chose d'intéressant. Et on l'a vu dans les 2 dernières saisons avec Wilfrid Nancy à la barre en 2021-2022, que ce potentiel-là, quand il est bien travaillé, il peut être conquérant sur le terrain et il rapporte un retour sur investissement au club parce qu'on a quand même fait comme 20-25 millions en termes de transfert de joueurs. Et le club, je pense, espère faire cela pour le futur et le continuer. Et rentrer aussi dans cette réalité de ce qui est le marché des transferts dans le monde global
et d'attirer des yeux d'ailleurs, de venir chercher et puiser ses talents ici, et puis que le CF Montréal continue à être compétitif sur le terrain, tout en étant capable de refaire un retour, apporter des revenus d'une autre façon, et en remplissant le stade Saputo et le stade olympique quand ils sont par le seul moment au départ de saison. Patrice Bernier, chroniqueur sportif à RDS, ambassadeur de CF Montréal. Je te remercie, mon bon Patrice, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Et puis, tu dis à RDS, lorsque c'est CEPAM qui me demande, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition. Pas vrai? Non, j'ai mis mes premiers pas médiatiques se sont faits à CEPAM, donc il y a toujours un plaisir et une ouverture clairement de repartager. Et puis, voilà, pour le public, il ne faut pas oublier, demain, je sais que là, il y a Apple TV, il y a RDS. Demain, le match sera bel et bien à RDS sur les ondes, CF Montréal affrontera Nashville. Et puis voilà, vous allez découvrir cette équipe qui a un nouveau coach et qui travaille pour être compétitif, faire les éliminatoires. Et puis, de temps en temps, pourquoi pas repasser à CEPAM, comme j'ai dit, mes premiers pas étaient là, il y a toujours une place dans mon cœur à donner quelques minutes à l'antenne chez vous. Ça changera pas. Merci beaucoup, Patrice Bernier. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Patrice Bernier, qui est chroniqueur sportif à RDS, ambassadeur de CF Montréal. On fait la pause commerciale de la demi de l'heure, mesdames, messieurs. Et au retour, on devrait avoir avec nous notre bon docteur Jean Fils-Aimé, qui est directeur de la programmation à CEPAM, analyste de politique publique, certainement. Ismaël Robert sera avec nous. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Alors, 17h40, Jean Fils-Aimé, les mauvaises langues disent que tu ne serais pas là. Je dis, wow, là. Je ne négocie pas, mon directeur de la programmation, Jean. Du tout. Hein? Surtout pas un vendredi. Surtout pas un vendredi. Qu'il pleuve, qu'il gèle, qu'il grêle. Il sera là avec nous. Ça fait plaisir, Jean Fils-Aimé. Ton cher ami est là. Camarade. Jean, tu me manques, tu sais. Non, mais tu me manques aussi, hein. Mais je te ferai pas d'enfant, hein. Je veux préciser la chose. Mais tu peux lui faire un enfant dans le dos. Camarade, tu vois, je lui ai tendu un piège, il est tombé dedans. Il est tombé dedans. Je savais que par mauvaise langue, c'est à toi qu'il est. Justement, j'ai rien dit, hein. Je savais que dès que je lui aurais ouvert la brèche, il serait entré dedans. C'est pas pour rien que je le connais depuis plus de 20 ans. Non, ben, en effet. Mais je vois que tu t'en viens bien avocat, là, Jean. OK? Non, ça veut dire que c'est les relations amicales qui s'approfondissent. Non, je serai intraitable avec toi, là. Tu ne commences pas à me dire amical et des affaires, parce que Ismaël Robert, si t'as pas toutes tes notes, là, pour être docteur, il dit non, tu n'es pas docteur, OK? Tu es peut-être doc, mais pas docteur, OK? Tu lui ferais pas de cadeau, toi? Non. Bon. Alors, toi, là, gare à toi, Jean. C'est d'aller me chercher le permis du barreau, Jean. Aïe. Et puis, oui. Jean, tu n'auras pas à aller le chercher, tu n'auras qu'à taper mon nom sur le... non, Jean, wow, docteur, avocat, il faut que tu m'apportes le papier. Absolument.
Tu bûches, Jean, OK? Ah oui. Ah oui, absolument. Bien sûr, il faut bûcher. Absolument. Alors, messieurs, cet après-midi, moi, je regarde deux sujets. C'est Haïti, mais c'est aussi l'Ukraine. Hein? Il y a peut-être un tournant dans cette guerre, un tournant qui m'indique qu'il n'y aura pas de gagnant dans cette guerre. Il n'y a jamais eu de gagnant dans aucune guerre. Mais il n'y a jamais eu de gagnant. Bon, ça dépend. Ça dépend. Il y a quelqu'un qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale et puis bon, et le monde a changé d'une certaine manière. Mais cette guerre en Ukraine n'aura pas de gagnant. C'est mon impression, Jean, compte tenu des circonstances. Ton impression n'est pas fausse, dans le sens que, il faut l'avouer, je crois que même notre ami camarade le reconnaîtra, c'est-à-dire personne n'a jamais dit que la Russie voulait faire une guerre éclair, mais je ne pense pas que la Russie s'attendait à une riposte aussi ferme de la part de l'Ukraine. Et Joe Biden a raison dans ce sens-là, même quand cela ne me fait pas plaisir de lui donner raison. Je pense que Vladimir Poutine ne s'attendait pas à ce que l'Ouest, donc les pays de l'Occident, soient si régulier. L'adverbe de Jean-Ernest soit si solidement uni. J'évite en tout cas l'adverbe indéfectiblement uni parce que nous savons que ça n'existe pas vraiment, puisque, on l'a bien vu, l'Allemagne a cherché à négocier avec Poutine par derrière la grande porte et Emmanuel Macron est allé rencontrer Poutine à quelques reprises pour faire des négociations en disant clairement que la guerre se déroule en Europe, les États-Unis sont en Amérique. C'est aux pays européens de tenter de couper court à cette guerre. Mais c'est vrai, il faut le dire, si jamais il y aura victoire, il y aura quand même une victoire, mais ce sera une victoire à la Pyrrhus, car le tribut de guerre que les Russes vont payer, c'est un tribut extrêmement élevé. Et d'autant que, je ne veux pas donner l'impression que les morts ukrainiens n'ont pas d'importance. Au contraire, je les déplore. Mais on sait qu'en temps de guerre, comme l'avait dit Staline, un homme meurt, c'est une tragédie, mais 1 million d'hommes meurent, ce sont des chiffres. C'est une statistique. Donc il faut éviter de sombrer dans ce cynisme-là. Mais tu as raison, Jean. C'est une guerre qui va être longue. Et c'est une guerre, au fait, qui ne fera qu'un victorieux à la Pyrrhus. Alors, la chose qui surprend le plus, c'est aujourd'hui Prigojine, n'est-ce pas, qui est ce spécialiste de guerre en Ukraine qui s'est fait connaître surtout à la tête de Wagner, a dû ouvrir un centre d'inscription pour encore recruter. C'est d'autant plus laid recruter des mercenaires pour participer à cette guerre, d'autant plus laid qu'il s'agit quand même, et c'est ça qu'il faut aussi apprécier de la part de quelqu'un qui suit la guerre, même intéressé, mais quand même à distance, comme Xi Jinping, qui a dit à la Russie, à Vladimir Poutine, vous êtes une grande puissance, vous n'avez pas à traîner dans une guerre comme ça, là, arrêtez cette guerre, parce que ça vous met à nu. Et la Russie vraiment est à nu du fait d'aller recruter. Après avoir fait un appel à 300 000 recrues hein, pour intégrer cette guerre, n'est-ce pas, rentrer en guerre. Maintenant, il manque encore des bras. Parce que ça tombe comme des mouches. Mais Jean, si tu me permets, Jean. Mais c'est à moi. Ça sera à moi. Ça sera à moi de terminer, Jean. Ça tombe tellement comme des mouches que le chef de Wagner a dû aller recruter encore en Russie cette fois-ci, n'est-ce pas? Mais toujours en Russie, mais cette fois-ci dans des clubs sportifs. C'est gênant. Mais rappelons une chose. Le fait alors ce que Xi Jinping dit en public ne reflète pas nécessairement ce qu'il dit en privé à Poutine, parce que tout le monde sait que ce sont des alliés. Ça, c'est Mais de deux gens, dans toutes les guerres du monde, même des armées les plus puissantes, comme l'armée allemande par exemple, l'armée allemande a fait appel à
des mercenaires, pour reprendre ton expression, pour les envoyer comme chair à canon. Mais les Alliés ont fait la même chose, Jean. Les Sénégalais, les fameux tirailleurs sénégalais, des Africains de toutes les colonies britanniques et françaises se sont battus aux côtés des Alliés. Est-ce que c'était un signe? Parce que, n'exagérons rien, hein, le fait par des Alliés de recruter des Africains, le fait par des Alliés de recruter, n'est-ce pas, du monde dans toutes leurs colonies. Je me permets de te faire une réplique, mais on va... Il faut me laisser terminer d'abord. Le fait de faire appel à des mercenaires ou à des auxiliaires de l'armée régulière n'est pas nécessairement un signe de faiblesse. C'est peut-être une tactique pour préserver ces militaires professionnels. Bon, alors Jean, on s'entend, c'est peut-être l'avocat qui parle, l'avocat en toi, en herbe. Non, mais comprends Jean, les choses ont tellement changé depuis la Deuxième Guerre mondiale. On est revenu avec un nouvel ordre mondial, mais avec des règles de la guerre aussi, Jean. Alors, non, mais je vais terminer pour dire que les Africains qui ont intégré les compagnies britanniques, c'était des militaires. C'était pas des gens sortis de prison. Et en plus de tout ça, Jean, en plus, ce qui va nous permettre de vivre cette guerre au jour le jour, là, c'est les médias sociaux. C'est les médias sociaux qui n'existaient pas à ce moment-là, et vous allez voir, là, jusqu'à la toute fin, il n'y a que quelques jours que Justin Trudeau s'est excusé pour avoir maltraité, le Canada avait maltraité ses compagnons, n'est-ce pas, fait de noirs, etc., parce qu'on cachait l'information. On pouvait la cacher, l'information. On pouvait cacher l'information. D'accord, on pouvait cacher l'information. Ismaël, laisse-moi terminer. Juste ça, je termine en disant que aujourd'hui les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Attends. Qu'est-ce qui a changé? Allez chercher des gens en prison. Laisse-moi finir. Qu'est-ce qui a changé quand Jean va jusqu'en 1900, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, tandis que on a la guerre en Irak, on a la guerre en Afghanistan, les États-Unis ont utilisé des mercenaires, on a utilisé des Salvadoriens, des Latino-Américains pour aller en masse. Eux, ils les appellent des légions étrangères. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, en Ukraine, il y a des gens qui se battent, on les appelle les légions étrangères, ils viennent de partout. Au Canada, il y en a qui viennent du Canada, mais bien sûr, il y en a qui viennent du Canada, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, un peu partout. Il y en a même qui font... On les appelle les volontaires. Il y en a même qui font défection aujourd'hui, qui vont se réfugier en Russie. Donc, de quoi vous me parlez qui a changé? Je termine 30 secondes pour dire que rien n'a changé, sauf que c'est la propagande que les Occidentaux utilisent. Est-ce que c'est pas ces mêmes Occidentaux qui disaient mais la Russie ne vaut absolument rien, la Russie va prendre une raclée, la Russie... Avant-hier, ils disaient ça. Aujourd'hui, quand un occidental, Jean, me dit que il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant, ça veut dire que c'est parce qu'ils voient, ils vont perdre cette guerre. Parce qu'ils voient, ils donnaient pas cher la peau de Poutine avant-hier. Ils disaient que dans les rangs de l'armée russe, les gens, en fait, partent, laissent l'armée, c'est en débandade. Quand ils voient aujourd'hui ces mêmes personnes, voient aujourd'hui, au fur et à mesure, la Russie a changé de stratégie, c'est-à-dire ne va pas prendre la Russie, c'est-à-dire en vague, c'est-à-dire c'est pas petit pas. Alors c'est une stratégie même russe, parce que la Russie n'a même pas la même notion de temps que nous autres. Nous, la notion de temps se limite à court terme, tandis que pour les Russes, ils ont un passé, la notion de temps pour eux, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas d'espace. Donc, ça peut durer longtemps pour eux. Ils sont comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, les Russes qui font affaire avec le monde occidental et tout le monde, et que la notion du temps ne compte pas? Je préfère mettre une parenthèse. Non, c'est une réalité. Et ne pas répondre à cela. Mais c'est une réalité, c'est un fait. Ismaël, okay, tu restes sur le fait, mais parlons, disons, moi-même, ma seule réplique, c'est de dire, effectivement, lorsque, c'est des choses qui se font, on intègre
d'autres organisations, par exemple, la guerre en Irak, c'était une coalition qu'on voulait envoyer en Irak qu'on n'a jamais pu obtenir. Et on va faire des tours de passe-passe. Mais sitôt la chose découverte, les États-Unis vont prendre cette distance par rapport à ces mercenaires-là, américains, n'est-ce pas? Mais qu'on en fasse, parce qu'on parle quand même de pays vraiment de premier plan. Sur le plan de l'organisation, le plan de la guerre, c'est une armée des plus puissantes, la deuxième, la troisième au monde, n'est-ce pas? Et qui est en train de se casser le dent au Bakhmund, et vous êtes en train de féliciter, de dire que... Je suis pas sûr de cette dernière. En tout cas, mais Jean... On prévoit que cette ville-là tombera aux mains des Russes. Mais voilà, ça devrait tomber. Ça fait depuis le mois d'août qu'on est après à faire tomber. Nous ne sommes pas des stratèges militaires. C'est dans le sens, et dans le sens d'Ismaël, que les Russes n'ont pas de notion de temps. Eh bien bon, ils peuvent rester là longtemps. Parlons d'Haïti, messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les mêmes personnes retournent en Haïti. C'est-à-dire des délégations, des commissions après commissions. Ça me rappelle les commissions françaises qui allaient en Haïti de temps en temps pour faire quoi? Pour ne rien faire et pour se maintenir. Mais je vais planter un clou au cercueil de mon ami Jean-Ernest. Jean, tu as sûrement vu passer le tweet du chef des armées canadiennes qui a dit littéralement ce que j'avais anticipé au mois d'octobre. Il a dit que ce serait imprudent pour le Canada de s'engager dans une mission militaire en Haïti. Pour quelle raison? À cause de l'enlisement de la guerre en Ukraine, le Canada pourrait être appelé à déployer des forces en Europe, donc ce serait imprudent. Fin de citation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est à nous de trouver une façon de résoudre le problème de cette crise. Moi, c'est tout ce que je voulais. C'est-à-dire, le Canada a envoyé un avion comme si c'était des oiseaux qui étaient en danger. Maintenant, il envoie 2 bateaux comme si c'était les poissons qui sont en danger. C'était de la foutaise, tout cela. Et le fiefé menteur ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, qui raconte n'importe quoi. L'avion était là pour perturber. Les bateaux sont là pour perturber. S'il est un moment où les bandits ne sont pas du tout perturbés, c'est depuis que le Canada a envoyé son avion et qu'il envoie ces 2 bateaux dans nos eaux territoriales. Je me réjouis pas du fait que le problème ne soit pas encore résolu. Il y a des gens qui sont kidnappés, il y a des gens qui sont morts, il y a des jeunes qui ne vont pas à l'école, des jeunes qui sont terrés dans les couloirs de leur école. Rien pour se réjouir. Alors, mais pour moi, c'est ma dernière phrase, Jean, c'est le temps pour que nous autres, les Haïtiens, nous puissions aborder ce problème de front et dire voici ce que nous pouvons pas faire, voici ce que nous pouvons faire, et voici surtout vers quel pays nous devons nous tourner pour de la coopération. Alors, Jean, c'est comme tu as dit tout à l'heure, là, cette dernière phrase-là est peut-être de trop parce que l'idée est mauvaise en soi, là. Pas vrai que moi, je suis Jean-Ernest Pierre, membre de la société civile haïtienne. J'aime beaucoup mon pays, que je vais décider comme citoyen, membre de la société civile, je vais parler je ne sais pas, là, au Burkina Faso pour envoyer des soldats en renfort pour aller. Et puis, je vais dire, ça va réussir parce que l'Afrique du Sud va envoyer des soldats parce que j'aurais fait une demande on le sait que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionnerait comme ça? Des civils, des gens qui ne sont pas au pouvoir, qui iraient parler à des pays, des dirigeants de pays d'Afrique, et puis ça marcherait? Non, ce n'est pas comme ça. Ça va marcher. Ce n'est pas comme ça. Comment tu dis qu'on va choisir? On va choisir les pays qui vont être... Quand je dis on, Jean, entre nous, là, il y a ce qu'on appelle le principe de l'effectivité du pouvoir. Celui qui, hélas, sans légitimité, sans mandat populaire, a encore l'effectivité du pouvoir, il s'appelle le roi Henri. Donc, passer l'épisode du roi Henri, il faudrait que les gens qui parviennent au pouvoir puissent se dire... On n'est pas condamné. C'est tout ce que je dis. Est-ce que vous êtes certain? Est-ce que vous êtes certain qu'on a la possibilité? On n'est pas condamné à faire appel aux 3 pays qui nous ont toujours Jean, est-ce que vous êtes certain
qu'on a là, Jean-Ismaël, hein, vous là, pour vous deux, certains qu'on pourra vraiment passer ce stade-là. Oui. Et Moi, je là suis où persuadé. j'en ai... Ariel, il n'est pas immortel que Regardez, Ben, laissez-moi juste... Ils sont ce que nous sommes. Hein. Laissez-moi juste dire ce mot. Il faut reconnaître, parce que c'est pour ça qu'on dit 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est Lénine qui disait ça et j'adhère. Il faut reconnaître, on a perdu une manche dans cette bataille, à savoir la jeunesse, on a occupé la jeunesse à autre chose. Entre autres, Biden a mis sur pied quelque chose. Aujourd'hui, on n'est pas capable de mobiliser la jeunesse. Ce que nous devons faire, ce que Jean a dit, nous, de la société civile, les gens qui sont, qui comprennent qu'il y a une responsabilité dans ce qui se passe dans ce pays, nous devons faire en sorte que nous remettions sur pied cette rééducation de la jeunesse pour faire en sorte qu'on les mobilise pour que Henri parte. Il peut partir d'un moment à l'autre. Il n'est assis sur quoi que ce soit. Il faut qu'il parte. Il n'est assis sur quoi que ce soit, sinon que des bandits autour de lui. Bon, Même alors, la police... Henri, parce que, messieurs, arrêtez de rêver en couleur. Nous dépendons trop de l'étranger. Nous dépendons trop de l'étranger. Mais le pays dépend de l'étranger, des Américains. Changeons la donne. Ben comment? Arrêtez de dire. Je dis la rééducation de la jeunesse. Mais la rééducation de la jeunesse, ça va prendre 30 ans. Non, pas forcément. Pas forcément. Combien d'années là, tu veux dire? Et c'est ça le problème, parce que toi, le temps pour toi, c'est à court terme. Tandis que la révolution cubaine n'a pas pris 1 an pour mobiliser, pour rééduquer sa société. Ça n'a pas pris 100 ans pour rééduquer sa société. Il suffit que ces gens-là... Il n'était pas 3000 non plus. Hein. Merci. Dizaine, hein. Merci. Alors, je vous assure que c'est avant-hier, que les gens de Cité Soleil attendaient la venue d'un secours. Les gens de Cité Soleil ont les yeux levés dans le ciel pour voir d'où leur viendra le secours. Et vous me dites qu'il faut faire l'éducation populaire. Êtes-vous fou? Non, parce que le secours dont tu fais mention... Toi, Jean, voici Jean. Le problème, la grande différence entre ta position à toi et celle commune de Ismaël et moi-même, elle est la suivante. Nous, on refuse d'oublier que le Canada et les États-Unis et la France ont fait partie de cette coalition qui nous a foutu le choléra. Le Canada, les États-Unis et la France ont leurs ambassadeurs au sein du corps groupe qui nous ont imposé frauduleusement Michel Martelly. Et on s'entend, même si le problème de l'entrée d'armes illégales au pays n'a pas commencé avec le régime PHTK, tu nous donneras raison, Jean-Ernest, que c'est sous le régime PHTK que l'État s'est effondré au point que notre propre police ne peut même pas réagir vis-à-vis des petits laplis, petits macaques, petits cochons, petits poules, tout ce que tu veux. Donc, maintenant, je ne peux pas oublier une fraude qui a été perpétrée savamment par ces 3 pays-là en 2010, Jean. C'est pas en 1910. Je te connais, si je t'avais dit en 1910, tu m'aurais dit, Jean, on n'était même pas encore nés, les choses ont changé. Donc, il faut pas passer l'éponge pour ces 3 pays malveillants-là. Et Jean... Ariel, parce que le problème de sécurité est d'abord politique. Il y a une commande politique qui empêche que les forces policières réagissent vis-à-vis de ces bandits. Alors, il faut résoudre le problème politique d'abord et s'attaquer à la problème de sécurité enfin. Maintenant, c'est pas quelque chose qui se fait en 15 ans, genre. On peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. Dans combien de temps, Jean? Dans combien de temps? Ça peut être aussitôt que ce soir, on botte le derrière à Ariel de toutes les manières. Et qui maintient Ariel au pouvoir? Jean. Le tweet de ces mêmes 3 pays malveillants. Alors moi, je ne veux rien savoir d'eux. Non, mais parole. Jean, là, il faut arrêter de... Alors, monsieur, moi, j'ai une émission qui m'attend. Nous faisons de la radio, il faut que ce soit de la parole, non, camarade? Oui, d'accord, Jean. C'est tout ce qu'on peut faire. Merci. L'avocat qui refuse la parole, c'est le monde à l'envers. Au commencement était la parole. Tout était la parole.